et d'autres signes neurologiques. Ça va? Oui. Oui. On avance. Alors, quelle est la présentation clinique de ces ataxies héréditaires? Comme j'ai dit tout à l'heure, l'ataxie cérébelleuse, elle va dominer le tableau clinique, mais on va trouver aussi d'autres signes neurologiques et aussi extraneurologiques. Alors, les signes neurologiques, en plus de l'ataxie cérébelleuse, on peut trouver une neuropathie périphérique, puisque le système nerveux périphérique peut être aussi touché. Il y a aussi des troubles de l'oculomotricité. On va voir ce qu'on appelle une apraxie oculomotrice. Ce sont des troubles dans la poursuite oculaire. Donc, l'enfant n'arrive pas à suivre une cible. Donc, on ne peut pas suivre le déplacement d'une cible par les mouvements oculaires. Ça peut être aussi des anomalies de l'examen ophtalmologique. Par exemple, une atteinte du fond d'œil, une atteinte de la rétine. On peut aussi avoir des mouvements anormaux, un syndrome pyramidal. Donc ça, c'est les grands syndromes neurologiques qu'on va voir. Donc un syndrome pyramidal, des mouvements anormaux, des troubles de l'oculomotricité, une atteinte du nerf périphérique. Et le deuxième élément général sur le plan clinique, c'est que l'âge de début, il est très important à déterminer. On va voir dans l'orientation étiologique, on va s'orienter selon l'âge de début de cette ataxie. Donc, l'âge de début, il est très important. Là, je vous montre juste pour rappel une marche ataxique. Donc, pour ceux qui ont oublié le syndrome cérébelleux dans le cours de sémiologie. Donc, vous voyez, elle marche avec un pas qui est irrégulier. Donc, parfois, le pas il est petit, parfois, il est large, avec un élargissement du polygone de sustentation. Et la patiente, il est obligée aussi d'écarter les membres supérieurs pour trouver son équilibre. Et là, quand elle fait le demi-tour, on dit un demi-tour décomposé, c'est-à-dire elle le fait en deux temps. Elle ne peut pas faire le demi-tour directement, donc elle est obligée de s'arrêter et de le faire en deux temps. Voilà une autre fois. Donc, pas irrégulier, élargissement du polygone de sustentation et le demi-tour qui est décomposé. Ça, c'est la marche cérébelleuse. Ici, on demande à la patiente de se mettre debout, les pieds joints, donc elle n'arrive pas à le faire. D'accord? Elle aura une instabilité. Voilà. Donc, l'autre caractéristique de ces ataxies cérébelleuses génétiques, c'est leur mode de transmission. Donc, on a dit que il y a le mode autosomique récessif, il y a le mode dominant, le mode lié à l'X, etc. Et le mode autosomique récessif doit être évoqué. Voilà. Généralement, chez des patients qui ont débuté l'ataxie précocement. On dit précocement avant l'âge de 30 ans. Et on va trouver des cas similaires dans la famille, comme dans cet arbre généalogique. Donc, on a des cas similaires dans la famille. Là, c'est le patient homme qui consulte, qui est atteint. On trouve qu'il y a sa sœur qui est atteinte. Donc, il y a d'autres cas de la famille. Et généralement, ce sont les deux sexes qui sont touchés, les filles et les garçons. Et quand on regarde l'arbre généalogique, les parents qui sont apparemment sains, non atteints, ils sont consanguins. Donc, ils ont une consanguinité, un lien de parenté. Ça, c'est très évocateur, bien sûr, des modes de transmission autosomique récessifs. Donc, un début précoce, les deux sexes qui sont touchés, aussi bien les filles que les garçons, des parents qui sont normaux sur le plan de l'examen clinique, qui sont consanguins. D'autres modes de transmission peuvent se voir. Le mode autosomique dominant, genre, généralement, il y a aussi les deux sexes qui sont touchés, mais surtout les différentes générations. On a la grand-mère, le père et, par exemple, deux enfants. Donc, c'est un mode de transmission dominant. Donc, toutes les générations sont touchées. On peut avoir aussi des modes de transmission liés à l'X.
liées à l'X, c'est-à-dire il y a une transmission généralement. On va trouver par exemple deux générations qui sont touchées, les filles et les garçons sont atteints. Généralement, il y a un parent commun qui va transmettre cette pathologie. D'accord? On peut avoir aussi d'autres modes de transmission d'ordre mitochondrial, c'est-à-dire une transmission qui se fait seulement par la mère. Mais le mode le plus fréquent, c'est l'autosomique récessif et aussi le mode dominant. Ça va? Oui. Oui. Voilà. Donc, je reviens un petit mot pour les ataxies autosomiques récessives, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont les plus fréquentes. Et il est important de les classer, surtout avoir une classification pour une orientation étiologique. Donc, comment on va classer ces ataxies autosomiques récessives? Toujours pour déterminer l'étiologie. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout l'âge de début. Donc, on a un âge de début précoce, déjà, il évoque le mode autosomique récessif, mais on va voir, ça peut être s'il est avant l'âge de 5 ans, entre l'âge de 5 et 10 ans, on peut avoir une orientation étiologique. Les signes neurologiques associés à l'ataxie, est-ce qu'il y a un syndrome pyramidal, est-ce qu'il y a des mouvements anormaux, des anomalies de la poursuite oculaire, et pour la neuropathie, le type de la neuropathie. Est-ce que c'est une neuropathie périphérique sensitive, sensitivo-motrice, ou bien il n'y a pas de neuropathie? Donc ça, c'est le diagramme général qu'on va suivre pour avoir une orientation étiologique dans les ataxies autosomiques récessives. Donc, généralement, il y a ce qu'on appelle deux phénotypes qui sont prédominants. Il y a ce qu'on appelle le phénotype Friedreich. Je m'arrête à le phénotype Friedreich. Le phénotype Friedreich, il y a la maladie de Friedreich, il y a l'ataxie cérébelleuse par déficit en vitamine E, ce qu'on appelle la VET. Donc, ce sont deux maladies totalement différentes, mais qui ont un phénotype clinique très proche l'un de l'autre. Pourquoi on parle de cette maladie? On les classe généralement, on les présente les deux en même temps, parce que la maladie de Friedreich, c'est la maladie, elle représente les ataxies cérébelleuses récessives la plus fréquente en Europe. Par contre, en Tunisie, l'ataxie par déficit en vitamine E, qui ressemble beaucoup à l'ataxie de Friedreich, c'est elle qui est la plus fréquente en Tunisie. Et d'ailleurs, elle a été décrite par le professeur professeur Mounji Ben Hamida en 1993, donc elle a été décrite en Tunisie. Et l'identification génétique a été faite en Tunisie. Pour la maladie de Friedreich, donc c'est une anomalie au niveau du gène FXN qui code pour une protéine qu'on appelle la frataxine qui existe dans la mitochondrie. Donc, ce qui entraîne un trouble, un dysfonctionnement des protéines qui ont besoin de fer, donc ce qui entraîne l'accumulation de fer dans la mitochondrie et donc un dysfonctionnement mitochondrial dans la maladie de Friedreich, alors que dans l'ataxie par déficit en vitamine E, ce qu'on appelle la VET, la mutation, c'est un gène différent, c'est la TTPA, qui intervient dans le transfert de l'alpha-tocophérol, la vitamine E, pour le fonctionnement des protéines. D'accord? Donc, il y a une anomalie de transfert de la vitamine E vers particulièrement les lipides, les VLD. Donc, ce sont deux maladies qui ont des mécanismes physiopathologiques totalement différents, mais qui ont des phénotypes très proches. Alors, par quoi se manifeste ce qu'on appelle ce phénotype Friedreich? Il y a la maladie de Friedreich, donc qui débute précocement, en moyenne entre 7 et 20 à 25 ans, mais on peut avoir des âges de début très variables, même on peut avoir chez le tout jeune, jusqu'à l'âge de 2 ans, mais on peut avoir aussi des débuts chez le sujet âgé. Avant que l'on coule la maladie de Friedreich, elle touche que le grand enfant, l'adolescent, l'adulte jeune, entre 7, 20, 25 ans. Maintenant, avec la génétique, on a pu déterminer qu'on peut avoir même des âges extrêmes, de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 60 ans. D'accord? Donc, ça va se manifester par une ataxie cérébelleuse, mais qui est associée à une ataxie proprioceptive et une ataxie cordonale postérieure. Je m'arrête. C'est-à-dire l'ataxie, quand on va la voir, c'est pas comme la vidéo dont je vous ai montré, c'est pas une ataxie cérébelleuse pure.
On va trouver l'élargissement du polygone, l'instabilité, le demi-tour qui est décomposé, mais en même temps, on va trouver qu'est-ce qu'elle donne l'atteinte du cordon post-moelle. Alors, تذكروا ولا l'atteinte du cordon. Sensibilité profonde. Oui, et l'atteinte de la sensibilité profonde, comment elle se traduit à la marche? Elle va traduire par une marche talonnante. Donc, le patient, quand il marche, il va attaquer le sol par le talon. Donc, on va trouver tous les composants de l'ataxie cérébelleuse. En plus, on va entendre, quand le malade il marche, on va entendre le talonnement. Donc, l'atteinte coordonnale postérieure, mais aussi l'atteinte du nerf périphérique, l'atteinte des grosses fibres du nerf sensitif va donner aussi une marche talonnante. Donc, ça sera une marche cérébelleuse associée à un talonnement. Donc, c'est une ataxie mixte. En plus de l'ataxie, puisqu'il y a une atteinte du nerf périphérique, on va trouver une aréflexie osteo-tendineuse. D'accord? Et le troisième élément, c'est le syndrome pyramidal. Mais dans le cas de la maladie de Friedreich, le syndrome pyramidal va se limiter à un signe de Babinski, parce qu'on ne va pas trouver la vivacité des réflexes, parce qu'il y a déjà une neuropathie qui va entraîner une abolition des réflexes. Il y a l'ataxie cérébelleuse qui va donner une hypotonie, donc on ne va pas trouver de spasticité. D'accord? Donc, il y a une ataxie cérébelleuse et coordonnale postérieure, une aréflexie osteotendineuse et un signe de Babinski qui va résumer le syndrome pyramidal. Ça, c'est le noyau majeur de l'ataxie de Friedreich. On va trouver aussi d'autres signes. On va trouver des anomalies de la poursuite oculaire, c'est-à-dire que les malades n'arrivent pas à fixer une cible quand on lui demande de regarder, par exemple, quelque chose, donc ils n'arrivent pas à fixer. On a les yeux qui sont un peu instables. On va trouver aussi une atrophie optique au fond d'œil. Et on va trouver finalement des signes extraneurologiques qui vont se traduire par une scoliose, des pieds creux, pardon, une scoliose, des pieds creux, une atteinte cardiaque sous forme d'une cardiomyopathie qui est fréquente, dans plus que la moitié des cas, et un diabète qui n'est pas fréquent, mais qu'il faut chercher généralement. Donc ça, c'est le phénotype de la maladie de Friedreich. Est-ce que vous avez retenu et compris l'essentiel du phénotype de la maladie de Friedreich? Oui. D'accord? Ok. Et pourquoi il y a les signes extraneurologiques? Si on parle d'une maladie neurodégénérative, pourquoi il y a des signes extraneurologiques? On a dit dans la génétique, qu'est-ce qui se passe? C'est une mutation d'un gène qui code pour une protéine, la frataxine. Où est-ce qu'elle existe cette protéine? Dans la mitochondrie. Dans les, Pardon? Oui? dans les mitochondries. Dans les mitochondries. Et les mitochondries, on va les trouver dans tous les organes du corps humain. Donc, il y a non seulement dans le système nerveux, mais on va trouver aussi dans le cœur, ça va toucher le pancréas, etc. Donc, c'est une atteinte qui va toucher pratiquement tous les systèmes. Donc, on va trouver un syndrome dysmorphique, donc qui se traduit par la scoliose et les pieds creux, la déformation des pieds, une cardiomyopathie et un diabète. Parce que c'est une maladie mitochondriale. Donc, voilà un schéma qui récapitule cette atteinte multisystémique dans la maladie de Friedreich, donc l'atteinte de la colonne vertébrale avec cette scoliose. On peut avoir parfois aussi une atteinte auditive, l'atrophie optique, l'atteinte du système nerveux central, la cardiomyopathie hypertrophique, la déformation des pieds en pieds creux et l'intolérance au glucose ou carrément un diabète, en plus de la neuropathie périphérique. D'accord? Donc vraiment, c'est une atteinte multisystémique.
Alors, dans la maladie de Friedreich, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des maladies qui vont s'aggraver progressivement. Donc, c'est une ataxie qui va s'aggraver progressivement avec une perte de la marche généralement après 10 ans d'évolution. Donc, si le patient va commencer vers l'âge de 20 ans, donc il va perdre la marche vers l'âge de 30-35 ans. D'accord? Et sur le plan des examens complémentaires, donc l'IRM va montrer une atrophie du cervelet, mais qui n'est pas très importante et elle va apparaître progressivement avec l'âge, mais on va trouver surtout une atrophie de la moelle. Donc quand on regarde ici sur l'IRM, sur une coupe sagittale, là c'est la protubérance qui est bombée. Vous voyez la flèche? Oui. D'accord. Oui. Et là, c'est le début de la moelle et on voit qu'il y a une atrophie du cordon médulaire cervical. Quand on fait un électromyogramme, donc l'EMG, on va mettre en évidence la polyneuropathie périphérique de type sensitif. Bon, il y a certaines formes, comme j'ai dit tout à l'heure, avec la génétique, on peut avoir des débuts précoces, on peut avoir des débuts tardifs. Il y a des formes où la neuropathie elle est très discrète et donc les réflexes vont rester conservés. D'accord? Mais ça, c'est des formes généralement qu'on va les identifier par la génétique. C'est-à-dire que le phénotype ne sera pas typique d'une maladie de Friedreich classique. Alors, sur le plan de la prise en charge et du traitement, donc la prise en charge, elle est rééducative. Voilà. Donc, on va faire un traitement symptomatique. C'est la rééducation motrice, des troubles de la marche. On va donner un peu de vitaminothérapie pour améliorer la force et la tonicité musculaire. On va traiter la cardiomyopathie, on va traiter le diabète. Mais il y a un traitement qui existe, bon, qui n'est pas commercialisé en Tunisie, puisque c'est une maladie où il y a un dysfonctionnement mitochondrial. Donc, on peut donner de la coenzyme Q10, qui est l'udébénone. C'est un traitement donc, qui va améliorer le fonctionnement mitochondrial et donc ça permet d'améliorer surtout l'atteinte cardiaque. Bon, l'effet sur l'atteinte neurologique, il n'est pas franc, donc il améliore surtout l'atteinte cardiaque. Bon, il y a des essais maintenant avec plusieurs autres vitamines telles que le B3 pour renforcer la protéine déficitaire, etc. Donc, il y a beaucoup d'essais cliniques pour proposer des traitements dans la maladie de Friedreich. D'accord? Je passe. Alors, le deuxième phénotype de l'ataxie cérébelleuse qui a un phénotype Friedreich, c'est l'ataxie par déficit en vitamine E. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une maladie qui est fréquente en Tunisie, mais aussi dans les pays du Maghreb, donc tels que l'Algérie et le Maroc. Donc, c'est une mutation qui, sur le plan génétique, c'est une maladie fréquente. On dit qu'il y a un effet fondateur génétique. C'est-à-dire que il y a une mutation particulière qui va se répéter dans toutes ces populations. Donc, généralement, quand on a un phénotype qui ressemble à un Friedreich, on va commencer par la recherche du déficit en vitamine E. Sur le plan du phénotype, ça se rapproche beaucoup de l'ataxie de Friedreich, mais la différence, c'est que l'atteinte cardiaque elle est moins fréquente. Donc, rarement, on a une cardiomyopathie. La neuropathie périphérique aussi, elle est moins fréquente et moins sévère. Donc, on ne va pas trouver vraiment une aréflexie. D'accord? Il n'y a pas de diabète, il n'y a pas d'atrophie optique. Mais par contre, on va trouver deux signes caractéristiques, c'est-à-dire on va trouver une ataxie avec un petit syndrome pyramidal, bien sûr, mais on va trouver une rétinite pigmentaire, donc une atteinte de la rétine, et des mouvements anormaux au niveau de la tête sous forme d'un tremblement dystonique du cou. Là, j'ai trouvé une très belle vidéo sur Internet, mais je n'ai pas pu la faire fonctionner. Donc, je vous ai mis ici le lien. Sinon, à la fin de la présentation, on va essayer de partager la vidéo si j'arrive à la faire partager. Donc, c'est un phénotype de Friedreich, sans atteinte cardiaque, sans atrophie optique, mais on va trouver une rétinite pigmentaire et un tremblement, un petit tremblement de la tête avec surtout une dystonie, donc un mouvement forcé du cou. D'accord?
Alors, sur le plan des examens complémentaires, bien sûr, quand on suspecte la VET, l'ataxie par déficit en vitamine E, on va doser la vitamine E et on va trouver un taux effondré de vitamine E. Donc, généralement, la normale, il est entre 6 et 15 mg par litre. Donc, on va trouver un taux inférieur à 2,5 et le plus souvent, il est carrément effondré, parfois inférieur à 1. L'IRM cérébral va montrer une atrophie cérébelleuse, mais sans atteinte franche de la moelle. Donc, pour faire la différence avec le Friedreich, c'est l'atrophie de la moelle qui est beaucoup plus importante que l'atrophie cérébelleuse, alors que dans le déficit en vitamine E, on va trouver une atrophie cérébelleuse. Donc, le traitement va reposer sur une supplémentation en vitamine E de façon quotidienne. Donc, le patient va prendre la vitamine E tous les jours et de façon continue. Et ça permet de ralentir l'évolution de la maladie. Il y a certains symptômes neurologiques qui peuvent régresser, surtout si on commence le traitement très tôt. Donc, c'est très important d'évoquer l'ataxie par déficit en vitamine E parce que c'est une maladie qui est curable. Donc, si on donne la vitamine E, surtout précocement dès le début du signe, les patients vont s'améliorer de façon importante. Voilà. Il y a d'autres ataxies, mais je vais pas en parler de toutes ces ataxies parce qu'elles sont rares. Mais il y a ce qu'on appelle les ataxies télangiectasie avec d'autres phénotypes qui sont apparentés. Mais là, je vais parler seulement de l'ataxie télangiectasie parce qu'elle a aussi un phénotype particulier, même si c'est une maladie rare. Et là, c'est une forme aussi qui est particulière qui va se manifester chez l'enfant. Alors, l'ataxie télangiectasie, comme son nom l'indique, il y a une ataxie et des télangiectasies. Donc, c'est une maladie autosomique rare, autosomique récessif rare, qui va toucher surtout l'enfant. Donc, elle va commencer par une ataxie qui va se manifester entre l'âge de 1 et 4 ans. Donc, généralement, ce sont des enfants qui ont une ataxie même avant d'acquérir la posture assise. Donc, dès qu'ils commencent à tenir la posture assise, donc avant, parfois vers l'âge de 1 an, donc on va trouver une ataxie du tronc, donc une instabilité à la posture assise. Et cette ataxie va devenir franche avec l'acquisition de la posture debout et la marche. Donc, c'est une ataxie qui va commencer précocement. Puis, on va trouver ce qu'on appelle des télangiectasies oculaires. Généralement, ils vont apparaître après l'âge de 5 ans, comme ici sur cette photo. Ce sont des structures vasculaires qui sont dilatées avec l'aspect d'un peloton vasculaire qu'on va les trouver au niveau des conjonctifs, qui sont très, très évocatrices de l'ataxie télangiectasie. Et le troisième signe qui caractérise cette maladie, ce sont des anomalies du système immunitaire. Donc, on va trouver un déficit immunitaire aussi bien humoral que cellulaire. Il y a aussi des cassures chromosomiques, il y a une instabilité chromosomique et une prédisposition à développer des néoplasies, surtout les leucémies et les lymphomes. Donc, la triade, c'est une ataxie cérébelleuse, puis va apparaître les télangiectasies oculaires. Il y a ce déficit immunitaire, donc ce sont des enfants qui vont faire beaucoup d'infections, des infections bronchiques, des infections ORL, etc. Ils ont une instabilité chromosomique avec une prédisposition à développer des cancers. Donc là, ces trois éléments de la triade de l'ataxie télangiectasie. On va trouver d'autres signes, donc une apraxie oculomotrice, c'est-à-dire une incapacité à suivre un objet qui se déplace dans le champ visuel. On peut trouver aussi des mouvements anormaux de type choréique et une neuropathie périphérique sensitivo-motrice. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on suspecte une ataxie télangiectasie? Il ne faut jamais faire d'exploration radiologique. On ne va pas s'amuser à demander des radiothorax, par exemple, chez un enfant chez lequel on suspecte une ataxie télangiectasie, à chaque fois qu'il fait une infection bronchique. Parce qu'ils ont une instabilité et des cassures chromosomiques, donc ils ont des anomalies dans la réparation de l'ADN. Et vous savez tous, quand on fait des examens radiologiques, quand on fait un radiothorax, une radio d'une main, on va entraîner par les radiations X, les rayons X vont entraîner des anomalies dans les ADN, des cassures. Et chez un sujet normal, on a la capacité de réparer
ces anomalies qui vont se produire au niveau de l'ADN. Donc, à chaque fois qu'on aura une radio, qu'on sera exposé, par exemple dans d'autres maladies, le fait de s'exposer au soleil, on va entraîner des lésions cutanées. Un corps normal, il est capable de réparer son ADN. Il y a des maladies qui vont se manifester par des problèmes pour réparer les cassures de l'ADN. Donc, dans la taxi-télangiectasie, les rayons X de la radiologie standard vont entraîner des cassures de l'ADN que le corps humain de ces patients, il est incapable de les réparer. Et donc, ça peut être une cause pour développer des cancers. D'accord? On va trouver aussi un taux d'alpha-fetoprotéine élevé, qui est un marqueur tumoral. Vous savez très bien qu'on a beaucoup de marqueurs tumoraux. Il y a l'alpha-fetoprotéine, il y a plusieurs, il y a la CE, il y a le CA, j'ai oublié les autres, le CA19-9, je pense. Donc, on a plusieurs marqueurs tumoraux. Chaque marqueur, il est spécifique d'un organisme. Donc, l'alpha-fetoprotéine, c'est un marqueur tumoral qui est spécifique de l'ataxie-télangiectasie. Quand on le trouve très élevé, c'est-à-dire que le patient, il est en train de développer une néoplasie qu'il faut chercher. Il y a aussi une baisse du taux des immunoglobulines parce qu'ils ont un déficit immunitaire. Et quand on fait l'IRM, il y a une atrophie cérébelleuse assez importante et diffuse, comme on le voit sur cet IRM. Une autre chose qui est très importante, c'est que quand on a un enfant qui a une ataxie-télangiectasie, puisqu'il est autosomique récessif, c'est-à-dire que la maman, elle est hétérozygote, de même que le papa. Et les études ont montré que les mères hétérozygotes, elles ont une prédisposition à développer les cancers, et particulièrement le cancer du sein, beaucoup plus élevée par rapport à la population générale. Donc, quand on a un enfant conçu à la consultation qui a une ataxie-télangiectasie, on va demander à la maman de faire un suivi systématique pour le dépistage du néo du sein. D'accord? Parce qu'il y a cette prédisposition à développer les néoplasies. C'est clair? Oui. D'accord. Voilà, donc maintenant je vais résumer comment on va orienter notre démarche étiologique devant une ataxie récessive ou même une ataxie sporadique. Donc tout d'abord, on va voir l'âge de début. Donc, si on a un âge de début très très précoce, avant l'âge de 5 ans, on va évoquer en premier lieu une ataxie télangiectasie, parce qu'elle va commencer avant l'âge de 5 ans, mais ça peut être aussi une maladie de Friedreich qui peut avoir un début précoce. De l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 10 ans et l'adolescence, donc entre 5 et 10 ans et après l'âge de 10 ans, on va évoquer en premier lieu l'ataxie de Friedreich et l'ataxie par déficit en vitamine A. Bien sûr, il y a d'autres étiologies des ataxies, mais je vais insister seulement sur ces pathologies-là. Et après l'âge de 40 ans, donc chez l'adulte, on peut toujours évoquer l'ataxie de Friedreich. Donc vous voyez, en fonction de l'âge du début, on va s'orienter vers le type de l'ataxie. Puis, en fonction des signes cliniques, on va voir, il y a des signes fréquents, il y a des signes qui sont plus spécifiques vers une pathologie. Donc, les signes fréquents qu'on va chercher, c'est le syndrome pyramidal, les mouvements anormaux, les mouvements choréiques et dystoniques, une apraxie oculomotrice, une rétinite pigmentaire, une atrophie optique, des anomalies squelettiques, c'est-à-dire une scoliose et des pieds creux. Il y a d'autres signes qui sont spécifiques d'une étiologie. Là, c'est les signes fréquents, c'est-à-dire par exemple syndrome pyramidal, on va trouver dans l'ataxie de Friedreich et dans le déficit en vitamine E. Les mouvements choréiques et dystoniques, ça sera dans la dystonie plutôt dans le déficit en vitamine E, alors que la chorée sera plutôt dans l'ataxie télangiectasie. L'apraxie oculomotrice, on peut le trouver aussi dans l'ataxie télangiectasie, mais on va le trouver dans d'autres types d'ataxie. La rétinite pigmentaire, c'est plutôt dans la VED. L'atrophie optique, c'est dans l'ataxie de Friedreich. Les anomalies squelettiques, c'est plus dans l'ataxie de Friedreich. D'accord? Ça, c'est les signes les plus fréquents, généralement, qu'il faut toujours les rechercher,
qui sont associés à l'ataxie cérébelleuse. Et là, ce sera d'autres signes spécifiques. Par exemple, les télangiectasies, on va les trouver dans l'ataxie télangiectasie. Le tremblement de la tête sera plutôt dans la VED. Il y a d'autres signes en fonction des autres étiologies de l'ataxie. D'accord? Après les signes cliniques, on va voir les examens complémentaires. Madame, Donc, il y a la biologie, oui. Madame, j'ai une question. Madame, en cas de l'âge supérieur à 5 ans, elle est originaire de l'Afrique du Nord. La première pathologie à évoquer, il y a l'ataxie de Friedreich par déficit en vitamine E. C'est plutôt le déficit en vitamine E. Ça reste toujours parce que quand on voit les ataxies autosomiques récessives, quand on lit la littérature, ils vont dire l'ataxie de Friedreich, c'est l'ataxie autosomique récessive la plus fréquente. Mais dans notre milieu tunisien et maghrébin, même quand on a des phénotypes qui paraissent, on dirait, c'est des phénotypes Friedreich typiques. Et on a même des cas publiés dans la littérature, c'est des phénotypes presque Friedreich typiques, mais quand on fait le dosage de la vitamine E, on trouve un déficit de la vitamine E. Et bien sûr, l'étude génétique confirme qu'il s'agit de la VED. Donc, la VED, c'est toujours à évoquer en premier lieu. Merci, madame. Parce qu'elle est plus fréquente et en plus, c'est une maladie curable. Donc, il y a 2 raisons pour vérifier la VED en premier lieu. Donc, après les signes cliniques, il y a des examens complémentaires. Donc, c'est surtout la biologie. Donc, généralement, quand on suspecte le Friedreich, on va doser la glycémie, c'est simple, et on va chercher un diabète. Si on trouve le diabète, c'est plutôt une ataxie de Friedreich. Donc, déjà, la biologie standard, elle peut nous guider dans notre enquête étiologique. Quand on fait le dosage de l'alpha-fetoprotéine, s'il est augmenté, c'est dans l'ataxie télangiectasie. Donc, généralement, le taux de l'alpha-fetoprotéine, il est toujours augmenté chez les enfants qui ont une ataxie télangiectasie, mais quand on a une augmentation rapide au cours du suivi, par exemple d'une consultation à une autre, on va les voir par exemple tous les 3 mois ou 6 mois, à chaque fois, généralement, on demande un dosage de l'alpha-fetoprotéine. S'il augmente rapidement d'une consultation à l'autre, c'est que probablement il y a une néoplasie qu'il faut chercher. Le dosage de la vitamine E, bien sûr, en cas d'AVED, les immunoglobulines dans l'ataxie télangiectasie, et là aussi, on peut demander aussi un bilan lipidique parce que, bon, il y a d'autres pathologies, je n'ai pas parlé, par exemple, des maladies qui vont toucher qui sont causées par des anomalies au niveau des lipides, qu'on appelle A-bêta-lipoprotéinémie et lipoprotéinémie, qui vont donner aussi une ataxie. Et donc, on sera orienté par le bilan lipidique. Il y a aussi le taux de l'albumine, etc., qui peuvent nous orienter vers d'autres entités d'ataxie génétique. Mais là, comme j'ai dit tout à l'heure, donc j'ai insisté sur le Friedreich, la VED et l'ataxie télangiectasie. À côté des examens complémentaires, il y a aussi l'IRM et la neurophysiologie, particulièrement l'EMG, qui nous permettent de s'orienter. Quand on trouve une atrophie du cervelet, mais surtout, on va trouver une atrophie de la moelle qui est associée avec une neuropathie sensitive. Donc, généralement, c'est le Friedreich et la VED qu'on va les évoquer. Mais quand l'atrophie de la moelle et la neuropathie ils sont sévères, on va dire plutôt c'est un Friedreich. Et quand la neuropathie elle est discrète, elle n'est pas sévère, on va dire que c'est plutôt un AVED. Quand on trouve aussi une atrophie cérébelleuse avec une neuropathie, dans ce cas sensitivo-motrice, c'est généralement l'ataxie télangiectasie. Mais là, on va trouver aussi les télangiectasies, etc. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais essayer de partager la vidéo. Est-ce que vous avez l'écran? Oui, madame. On va essayer de faire marcher cette vidéo.
Voilà, donc ça, c'est une patiente qui a une ataxie par déficit en vitamine E. Et donc, vous voyez ce tremblement de la tête, donc ces petits mouvements de hochement de la tête à droite et à gauche. Et quand on regarde ici, voilà, c'est une autre patiente. Donc, c'est un petit tremblement, mais quand on regarde, il y a cette contracture des muscles du cou. Donc, c'est un tremblement très discret. No? Okay. All right. Can you turn your head to the right? Voilà, il tourne la tête. Turn to the left. Go slow. Okay. Back. All right. Front. All the way down. Okay. Turn to the right. Left. So in this position, it's worse. I just put it over here and put my head back like I support my head with my hand. And then stop a little bit. Et donc, vous avez vu qu'elle a une voix qui est cérébelleuse. D'accord? Voilà, ça marche aussi. All right, come back. Et là, c'est une autre patiente. Donc là, c'est une... Donc, vous avez vu le tremblement dystonique de la tête. Donc, il y a ce petit mouvement de hochement de la tête et avec une contracture du côté gauche, surtout des muscles sternocleido-mastoïdiens, qui est caractéristique donc de l'ataxie par déficit en vitamine E. Close your eyes. Docteur, Oui. juste une question. Et- Pour les patients d'âge inférieur à 5 ans, est-ce que l'ataxie télangiectasie est le premier diagnostic à évoquer? Oui, l'ataxie télangiectasie, elle est la première à évoquer. Avant Parce le que- Friedreich? Avant le Friedreich. Mais généralement, le tableau clinique, comme j'ai dit tout à l'heure, il est très caractéristique parce que dans une ataxie de Friedreich, on va trouver une ataxie avec une scoliose, des pieds creux, une aryflexie. Donc ça, c'est généralement les signes les plus caractéristiques. Alors que dans une ataxie télangiectasie, ça sera un enfant très jeune qui a commencé avant l'âge de 5 ans. Vers l'âge de 5 ans, il va développer rapidement les télangiectasies. On va trouver plutôt des mouvements anormaux. Je ne vais pas trouver une aryflexie. D'accord? Donc, il y a quelques signes qui font la part. C'est vrai, l'âge de début, il est très important. Il permet de s'orienter, dans la diapo. Mais il y a, comme les signes fréquents, il y a comme à gauche de la diapo qu'il faut chercher parce que ce sont des signes fréquents qui permettent de s'orienter vers le type de l'ataxie cérébelleuse. Si je trouve un syndrome pyramidal, par exemple, qui se limite à un signe de Babinski, je vais dire que c'est plutôt un Friedreich avec une aryflexie. Si je fais trouver des mouvements choréiques avec des télangiectasies, je vais dire plutôt que c'est une ataxie télangiectasie. Donc, l'âge de début, il permet de s'orienter, mais à lui seul, il est insuffisant. Il faut chercher les signes fréquents et les signes spécifiques. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, donc on passe au deuxième partie, donc le deuxième cours sur les encéphalites. Donc, voilà.
Alors, pour les encéphalites, on parle d'encéphalite quand il y a une inflammation donc du parenchyme cérébral qui va entraîner un dysfonctionnement neurologique. Et ce dysfonctionnement neurologique va comporter surtout des signes d'ordre cognitif. Donc, ça va donner des troubles de la conscience, une confusion mentale avec une désorientation dans le temps et dans l'espace, des troubles de la mémoire, donc des oublis, ou bien un état de léthargie, donc c'est qui est variable. Et on peut trouver aussi des troubles de la personnalité, des troubles du comportement, bien une irritabilité, etc. Mais il faut savoir que ces signes ne seront pas tous présents en même temps chez le même malade. Donc, les signes d'une encéphalite, c'est du fait de ce processus inflammatoire qui va toucher le système nerveux central, particulièrement le cerveau, on va avoir ces signes de dysfonctionnement cognitif. Madame, Oui. je m'en ai à la léthargie. Léthargie, c'est un malade qui est comme s'il est, il est fatigué, il ne réagit pas, il est asthénique. C'est un état qui se rapproche du coma, mais ce n'est pas vraiment le stade du coma. D'accord? Il n'y a pas d'interaction, c'est un état de somnolence, etc. Ça paraît comme si quelqu'un qui est fatigué. En plus de ces signes de dysfonctionnement cognitif, on va trouver au moins deux signes qui doivent être associés à ces troubles. Donc, on peut trouver une fièvre, et on parle de fièvre quand elle est supérieure à 38. On peut trouver des crises épileptiques, on peut trouver des signes neurologiques focaux, un déficit focal, par exemple une hémiplégie, etc. Une augmentation des éléments blancs dans le LCR, donc une pliocytose qui est supérieure à 5 éléments, des anomalies à l'EEG, des anomalies qui sont spécifiques de l'encéphalite. Je vais vous montrer un exemple. Et aussi des anomalies à l'imagerie cérébrale, que ce soit le scanner ou l'IRM, qui sont en faveur d'une encéphalite. Donc, en plus des signes qu'on a vus tout à l'heure, ils ne sont pas tous constants chez le même malade. Il peut avoir un ou deux signes. En plus, on va associer que ce soit fièvre, crise épileptique, un déficit neurologique, dans les examens complémentaires, donc une réaction dans le LCR, des anomalies à l'EEG et des anomalies à l'imagerie. Autrement dit, quand on trouve un malade qui se présente avec des signes de dysfonctionnement neurologique, surtout quand ils sont d'installation aiguë, on doit chercher ces signes associés qui vont nous orienter vers une encéphalite. D'accord? Il faut savoir que selon le mode d'installation, il y a deux types d'encéphalite. Il y a les encéphalites aiguës, donc ça va s'installer en quelques heures ou en quelques jours. Généralement, il va se survenir dans un contexte fébrile. Et on va trouver surtout des troubles de la conscience au premier plan et des signes déficitaires focaux et des crises épileptiques. Donc, ça peut être les deux ou un seul. Donc, des troubles d'atteinte cognitive qui s'installent de façon aiguë avec une fièvre, des troubles de la conscience, un déficit neurologique, des crises épileptiques, c'est une encéphalite aiguë. Ça peut être aussi des encéphalites qui s'installent de façon subaiguë ou chronique, c'est-à-dire ça va s'installer sur des semaines ou des mois, donc on peut avoir des formes comme ça. Donc généralement, on ne va pas trouver de troubles de la conscience, on ne va pas trouver une fièvre, mais on va trouver les déficits neurologiques, des crises épileptiques, on peut avoir d'autres signes, des mouvements anormaux, des troubles du comportement et tout. Donc, qui va faire la part, c'est surtout les troubles de la conscience et la fièvre entre les encéphalites aiguës et les encéphalites subaiguës et chroniques. Selon le mécanisme lésionnel, il y a trois types d'encéphalites. Il y a ce qu'on appelle les encéphalites par mécanisme invasif direct qui est dû à l'infection. On va voir, il y a les encéphalites qu'on appelle virales, bactériennes. Donc, le germe qui est en cause, il va entrer directement dans le parenchyme cérébral, il va entraîner des lésions directes. Donc, ce sont des encéphalites par mécanisme invasif direct. Il y a d'autres types. Il y a ce qu'on appelle les encéphalites post-infectieuses. Il y a aussi ce qu'on appelle post-vaccinales, c'est-à-dire que après une infection, l'infection elle va guérir,
mais par la suite, il y a un processus immunologique à distance de l'infection qui va se mettre en place, qui va entraîner des lésions inflammatoires et une démyélinisation et donc une encéphalite. Ce n'est pas le germe qui est en cause. Par exemple, le patient va faire un rhume, une grippe, etc. Et on va voir des exemples, bien sûr, je vais montrer par la suite, mais là, c'est pour comprendre le mécanisme lésionnel. Donc, il y a l'infection, elle va guérir. Après un certain temps, des semaines, un mois, il y a des signes neurologiques qui évoquent une encéphalite, mais sans que le germe soit en cause directe. Plutôt, il va déclencher un processus immunologique à distance qui est responsable de cette encéphalite, donc qui se voit après une infection ou bien après une vaccination. Le troisième type lésionnel d'encéphalite, c'est ce qu'on appelle les encéphalites auto-immunes, non infectieuses. Là, il n'y a pas un germe infectieux qui va entraîner ce processus immunologique. C'est auto-immun, c'est le corps tout seul qui va se mettre à produire des anticorps. Donc, il y a des formes purement neurologiques, donc encéphalite auto-immune purement neurologique, mais ça peut être aussi des encéphalites auto-immunes associées à des maladies systémiques, par exemple le lupus, certaines thyroïdites auto-immunes peuvent entraîner une encéphalite. Mais l'essentiel, c'est une encéphalite auto-immune non infectieuse. D'accord? Donc ça, c'est les 3 mécanismes lésionnels des encéphalites. Ça va? Pas de questions? Oui. Alors, comment ça va se manifester une encéphalite de façon générale? Il faut savoir, quand on parle d'encéphalite, on inclut aussi les méningoencéphalites. Parce que rarement, l'encéphalite elle est isolée. Le plus souvent, il y a aussi une inflammation des méninges. Il n'y a pas seulement l'inflammation du parenchyme cérébral, mais aussi des méninges. Donc, on parle d'encéphalite, voilà, méningoencéphalite. Généralement, c'est presque la même chose. Donc, on va trouver des troubles de la conscience qui peut aller d'une simple somnolence en passant par la léthargie jusqu'à arriver au coma qui peut être profond. Donc, des troubles de la conscience très variables dans leur sévérité. On va trouver un syndrome confusionnel, donc avec une confusion, une désorientation dans le temps et dans l'espace. On peut trouver des troubles du comportement avec agitation, cris, troubles du sommeil, etc. On va trouver aussi des signes de localisation. Les signes de localisation, donc généralement, ça peut être un déficit moteur. Le plus souvent, on va trouver une hémiplégie. On peut trouver une monoplégie. On peut trouver aussi des paralysies d'un nerf crânien ou bien de plusieurs nerfs crâniens. Les signes déficitaires, ça peut être aussi une aphasie. On peut avoir des mouvements anormaux. On peut avoir des troubles oculomoteurs. Donc, tout signe qui permet de dire qu'il y a une lésion au niveau du cerveau. On peut avoir des crises épileptiques, qui peut être focale, elle peut être généralisée. On peut avoir aussi un état de mal épileptique. Et enfin, on peut avoir des troubles neurovégétatifs, mais là, c'est généralement, ça témoigne de la gravité de la maladie. Donc, une irrégularité du pouls, de la tension artérielle, etc. Donc là, c'est le noyau général de l'encéphalite. Bien sûr, il est variable d'un patient à un autre, que ce soit dans la sévérité, mais aussi dans les symptômes en eux-mêmes. Le malade peut avoir 1 signe, 2 signes, 3 signes, donc c'est variable, mais il faut connaître la présentation générale d'une encéphalite pour pouvoir l'évoquer à temps, parce qu'une encéphalite, c'est une urgence. Alors, les examens complémentaires, ce qu'on va faire, du moment qu'on suspecte une encéphalite, ça va imposer la réalisation de 2 examens complémentaires qu'il faut faire en urgence, l'imagerie cérébrale et la ponction lombaire. Bien sûr, dans certains cas, l'imagerie cérébrale, elle sera faite avant la ponction lombaire pour éliminer les contre-indications de la ponction lombaire, mais parfois, quand il n'y a pas de contre-indication, on peut faire la ponction lombaire avant, puis on va faire l'imagerie. Donc, on va faire bien sûr une biologie standard, mais il y a aussi des examens biologiques orientés en fonction de l'étiologie. On va faire une ponction lombaire. On va faire un scanner ou une IRM selon la disponibilité et on va faire une EEG.
On va voir comment on va organiser ces examens complémentaires, mais généralement, c'est la biologie, la ponction lombaire, l'imagerie, l'EEG, et surtout la ponction lombaire et l'imagerie cérébrale qui doivent être faits en urgence. Facteur déclenchant, par exemple, une infection dans les jours ou les semaines qui a précédé, l'IRM, donc qui va montrer des lésions de démyélinisation qui touchent le cerveau, avec absence d'argument d'une infection dans le SAE, donc ça sera plutôt une encéphalite post-infectieuse ou ce qu'on appelle une ADEM. D'accord? Et donc, bien sûr, en fonction de l'orientation, on va démarrer un traitement adapté à l'orientation étiologique. Bien sûr, il y a d'autres cas de figure ici d'autres encéphalites non infectieuses dont je n'ai pas parlé. D'accord? Donc, on commence en fonction des signes associés. Est-ce qu'il y a de la fièvre? Le tableau d'altération de la conscience qui est au premier plan, donc plutôt c'est l'encéphalite aiguë. Si le tableau il n'y a pas de fièvre qui est au premier plan, on va trouver la notion d'un épisode infectieux qui a précédé la sémiologie, donc ça sera plutôt ce qu'on appelle les encéphalites post-infectieuses. Ça va? Madame, Oui. Madame, c'est-à-dire l'encéphalite infectieuse, elle est aiguë ou l'encéphalite post-infectieuse, c'est plutôt un tableau subaigu. Non, c'est toujours aigu. On a les deux. Je vous ai mis les... que ce soit infectieuse ou post-infectieuse, les deux, ce sont des encéphalites aiguës. Je regarde comme juste la diapo, la classification. Attendez. Voilà, donc, que ce soit aigu, l'encéphalite aiguë, c'est l'infectieuse et la post-infectieuse, les deux sont aigus. D'accord? Le subaigu ou le chronique, c'est plutôt c'est les encéphalites auto-immunes. Les huma plutôt les associés à des anomalies dans les anticorps. D'accord? Donc, les aigus, il y a, voilà, des diapos là où j'allais. Donc, les encéphalites aigus, ils sont dominés par les encéphalites infectieuses, ou femmes non infectieuses, post-infectieuses l'ADEM. Il y a aussi l'auto-immune, ils peuvent être aigus, mais ils peuvent être subaigus ou chroniques. D'accord? Madame, Retenez, aigu, c'est infectieux ou post-infectieux. Oui? Madame, le post-vaccinal aigu à la chronique. Post-vaccinal, il y a le post-infectieux. C'est le même mécanisme. Donc, l'ADEM, donc, elle va se déclencher dans les suites d'une infection ou bien dans les suites d'une vaccination. Donc, post-infectieuse ou le post-vaccinal, les deux, ils sont aigus. Docteur, Oui? comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là le diagnostic des encéphalites, par exemple, qui ne sont ni post-infectieuses ni infectieuses? Immunologique. Immunologique, le contexte il sera différent, c'est-à-dire on ne va pas trouver, généralement on les retient en deuxième lieu, c'est-à-dire la présentation des encéphalites auto-immunes à auto-anticorps, ils se présentent comme le post-infectieuse, donc ils vont s'installer que ce soit de façon aiguë, mais on ne va pas trouver un épisode infectieux dans les semaines qui ont précédé la sémiologie. Mais c'est vrai que le contexte de l'infection qui a précédé quelques jours avant, c'est pas sûr. C'est pas tous les malades se rappellent. J'ai fait une grippe ou un rhume il y a 2 ou 3 semaines. Parfois, on oublie. Déjà, في l'ADM, le post-infectieux, on a du mal à identifier l'épisode infectieux. Donc, les encéphalites auto-immunes, généralement, on ne trouve pas de contexte infectieux. Et bien sûr, on va trouver un terrain. Et on est dans un terrain d'une maladie auto-immune. Par exemple, on connaît que le patient il a un lupus, il a une thyroïdite d'Hashimoto. Le contexte, il est évocateur. Au bas, il va présenter un tableau d'encéphalite. Donc, on va dire c'est plutôt une encéphalite auto-immune dans le cadre de sa maladie systémique. Ça peut être aussi des encéphalites auto-immunes sans aucun indicateur.
Maintenant, on voit, mais bon, c'est rare. On a 10 enfants qui se présentent dans un tableau d'une encéphalite aiguë, sans notion d'épisode infectieux. On fait l'imagerie, elle est normale, on ne trouve pas les lésions de l'ADEME. Dans ce cas, probablement, c'est une encéphalite auto-immune, auto-anticorps, anti-NMDA, etc. Donc, parfois, on passe par élimination. Tout d'abord, il faut être sûr que ce n'est pas une encéphalite aiguë virale, infectieuse ou bactérienne. Deuxièmement, c'est les encéphalites post-infectieuses aiguës. Donc, généralement, on a un contexte infectieux. Si on ne trouve rien, on va penser aux encéphalites auto-immunes, les autres. Mais ça reste vraiment un diagnostic d'élimination. Donc, retenez les deux, l'infectieuse et la post-infectieuse, les plus fréquentes et qui constituent aussi des urgences thérapeutiques. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Madame, Oui, je vous laisser On a terminé le cours. oui, D'accord. Je vais vous laisser mon email dans le chat. Si vous pouvez nous envoyer les diapos maintenant. oui, d'accord, tout de Je- suite. Pas de souci. Merci beaucoup. D'accord. OK. C'est pas de questions? Madame, Oui. le terrain, toujours des enfants ou la même l'adulte? Même l'adulte, mais c'est plus fréquent chez l'enfant pour l'ADEME. Donc, je vous ai mis le tableau, le dernier tableau. L'ADEME, c'est le sujet jeune, c'est-à-dire l'enfant, l'adolescent, adulte jeune, pas beaucoup. C'est l'adolescent, peut-être l'adulte jeune, 20-25 ans, grand maximum, pas plus. Parce que généralement, pourquoi c'est le sujet jeune? L'enfant est parce qu'il fait plus d'infections virales, parce qu'encore son système immunitaire il n'a pas encore reconnu tous les virus, si on peut le dire. Donc, généralement, les enfants, ils font beaucoup d'infections. Il y a les rhumes, les gastro-entérites, les angines. Donc, il faut beaucoup d'infections virales et parfois, il y a cette réaction auto-immune et donc, ils vont développer une encéphalite post-infectieuse ou bien une ADEME, ce qu'on appelle une ADEME. Ouais. Ça va? Pas d'autres questions? Ok, donc je vais vous envoyer le cours